L'Istituto Biotipologico Ornetico, creato presso l'Università di Genova, tutela lo sviluppo fisico e psichico dei figli d'Italia. Oltre 60.000 adolescenti vengono controllati ogni anno. En 10 ans de pouvoir, Benito Mussolini a transformé l'Italie en un immense laboratoire. Son objectif ? Faire des Italiens des athlètes ambassadeurs de la nouvelle Italie fasciste. Lancé dans cette politique sportive, le régime fait le pari fou d'ériger le ballon rond en une arme politique. Et il organise en 1934 la seconde Coupe du monde de football. Après la Première Guerre mondiale et ses souffrances, le sport fait son entrée dans la vie de tous. L'heure est désormais au jeu et à l'insouciance. Lo sport in Italia è in pieno boom, è in pieno fermento e se guardiamo le riviste, a cominciare dalla Gazzetta dello Sport di quegli anni, troviamo in prima pagina invariabilmente il ciclismo, che era lo sport nazionale italiano in maniera non dissimile dalla Francia, dal Belgio. E il calcio si affaccia in maniera molto prepotente sulla scena italiana, prima soltanto per delle elite negli ultimi anni del 1800 e per tutto il primo quarto del XX secolo è in espansione continua. L'émergence en fait du sport est générale en Europe et cette émergence est absolument indissociable de deux facteurs qui est l'émergence des masses dans la vie politique et le concept de nation et de nationalisation de ces masses. Se rajoute un élément qui est l'hygiénisme qui apparaît, se renforce tout au long du XIXe siècle et le sport apparaît de plus en plus comme le moyen d'avoir une bonne santé. L'Italie fasciste saisit que le sport peut être un vecteur puissant d'unité nationale. Elle est le tout premier gouvernement européen à lancer une véritable politique sportive destinée à la totalité de sa population. Le sport est quelque chose de très important pour les fascistes parce que le sport exalte des valeurs donc, qui sont au fondement même de l'idéologie fasciste. La discipline, la soumission à une autorité, la soumission à un chef, puisqu'il n'y a pas de sport sans chef d'équipe, l'esprit d'équipe aussi, d'ailleurs, puisque ce que veut le régime, c'est supprimer l'individu au profit de la collectivité, hein, donc une forme d'équipe au sens large. Donc à travers l'utilisation systématique du sport, eh bien, le régime espère aussi faire pénétrer ces valeurs au sein de la société. La révolution fasciste commence d'abord dans la pierre. Des chantiers aux dimensions pharaoniques émergent sur tout le territoire. Le Duce veut offrir à l'Italie un visage inédit. Ses traits doivent être à la fois futuristes et inspirés de la Rome antique, dont le fascisme se revendique l'héritier. Visitando le nuove opere al Foro Mussolini.
Ecco lo stadio dei Cipressi, il grande stadio olimpionico che avrà un campo di calcio di grandezza massima e sarà capace di 50.000 spettatori. Le terme comprendono una piscina scoperta e un gruppo di piscine coperte con 3 grandi vasche. À partir de 1926-27, le régime se lance dans une grande campagne d'équipement sportif qui représente assez bien finalement sa vision du sport, puisqu'il s'agit de créer de vastes enceintes pour le spectacle, pour les grandes rencontres internationales, mais en même temps des stades plus petits pour la pratique. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très admiré parce qu'il y en a plus de 2000 qui sont construits dans l'Italie, jusque dans le sud. Donc la politique fasciste ne se paie pas seulement de mots, hein, elle réalise. Ces stades, ils incarnent la modernité du fascisme. Ils sont neufs, ils sont impressionnants et ils sont très confortables pour les milliers de spectateurs qui sont accueillis. On présente généralement le fascisme avec raison comme une religion politique. C'est-à-dire qu'il a cherché à attirer vers lui des sentiments quasi religieux. Et qui dit religion dit temple. Eh bien, cette masse de population dans le stade, elle est la concrétisation, comme lors des grands rassemblements politiques, de cette uniformisation de la population. Dans ces arènes fascistes, c'est le football qui remplit de plus en plus les tribunes. Mais l'engouement pour ce jeune sport venu de l'étranger va rapidement dépasser les autorités fascistes. Le foot déchaîne chez les Italiens, comme aucune autre discipline, des passions extrêmes et sauvages. Si on lit les comptes rendus, les supporters viennent avec le manganello, donc le gourdin, ils viennent parfois avec des revolvers. Donc il y a beaucoup de parties qui se terminent mal. Et tout cela atteint son sommet en juillet 1925, lorsque, à l'issue d'une finale de championnat qui est disputée à Turin, eh bien, les supporters de Bologne tirent sur des supporters du Genoa dans la gare de Porta Nuova à Turin, faisant un blessé relativement grave. Le foot générait énormément de violence parmi les supporters, parmi les tifosi. Alors ça, pour le fascisme, il en est hors de question. Il va falloir arrêter tout cela, puisque le milieu des années 20 correspond à une normalisation de la violence. C'est-à-dire que le fascisme a exalté la violence, a utilisé la violence des squadres et des chemises noires, et une fois qu'il a été au pouvoir, il les a canalisées. Il a soumis cette violence, il a soumis les chemises noires à l'autorité de l'État. Eh bien, le régime a fait la même chose avec la violence des supporters. La dictature a pris les rênes de toutes les institutions sportives, maintenant dirigées par des représentants du parti. Le régime tente d'imposer son propre football, la volata. Un jeu complexe, purement fasciste, qui demande aux athlètes de dribbler autant à la main qu'au pied. Mais la conversion ne prend pas. Les Italiens aiment déjà bien trop passionnément le football pour qu'on puisse les en détourner. Il ne reste donc qu'une seule option au régime, imposer la fascisation de ce sport. Il va devenir interdit aux journalistes, dans le cadre d'une politique de nationalisation de la langue, d'utiliser le mot football. Et d'ailleurs, pour les mêmes raisons, c'est paradoxal parce que le foot est utilisé comme un moyen de politique internationale, mais en même temps, et le sport de manière plus générale, mais en même temps, il y a des consignes pour nationaliser la langue du sport. Per cui molti italiani conoscono il calcio in questa versione. Infatti, il calcio italiano continuerà a parlare la lingua del fascismo anche dopo che il fascismo sarà caduto. Sur terre battue ou dans les cordes, les championnats internationaux font vibrer les foules. Et bien sûr, réunion des plus prestigieuses. Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques rassemblent des athlètes de tous les continents. Le monde occidental a trouvé dans le sport son nouveau champ de bataille.
Les rencontres internationales se multiplient et la diplomatie sportive oppose les ennemis d'autrefois dans des bras de fer en apparence inoffensifs. Si on veut comprendre les mutations des formes du nationalisme, il faut s'intéresser aux compétitions sportives parce que ce sont de nouveaux vecteurs du nationalisme et c'est avec des représentations qui sont très fortes. C'est le corps, évidemment, c'est une équipe qui peut représenter une nation, c'est un champion qui, finalement, vient succéder aux héros de l'identité nationale, de l'histoire d'un pays, sous une nouvelle forme. Il y a cette idée qu'il faut, que l'on peut, grâce au sport, prendre sa revanche, donc sur un certain nombre d'humiliations, y compris celle qui est intervenue à la fin de la Première Guerre mondiale, avec ce que l'on a appelé la victoire mutilée, c'est-à-dire le fait que l'Italie n'a pas obtenu les terres irrédentes qu'elle espérait à l'issue des traités. 1934. Le régime, ambitieux et mégalomane, se lance le pari d'investir dans une compétition sportive d'envergure. L'Italie va recevoir la Coupe du monde de football, la première jamais organisée en Europe. L'Italia vive l'attesa dei mondiali come se si preparasse un Expo, perché tutti partecipino alla festa. Vengono istituite sistemi di sconti comitiva, per settimane i giornali pubblicizzano il fatto che studenti, militari, camicie nere potranno viaggiare in treno a prezzi di favore per poter andare a assistere alle partite anche nelle altre città. On considère souvent que la Coupe du monde de 1934 c'est le début du tourisme sportif lié au football international et aux Coupes du Monde. Et que donc, pour les gens qui ont les moyens d'aller en Italie, on va allier le sportif à l'agréable, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois voir les matchs et voir évidemment les hauts lieux culturels et touristiques. La Coupe du monde de foot en 1934 est un événement en apparence apolitique, ce qui va permettre effectivement là, de faire venir donc, des journalistes, de montrer que l'Italie est capable d'organiser un événement international et ce sera aussi la possibilité donc, de faire de la politique sans le dire. C'est un peu pour l'Italie fasciste l'équivalent des Jeux Olympiques de 1936 pour l'Allemagne. C'est une formidable vitrine. Le régime est installé depuis 12 ans, il est solide, il a fait déjà plusieurs réalisations. L'emprise totalitaire avance, doucement mais sûrement, mais elle avance. On a un pays sous contrôle, un pays où les trains arrivent à l'heure, la grande victoire du fascisme. Et donc l'Italie fasciste peut s'exposer au monde entier. 8 villes italiennes ont été aménagées pour accueillir la compétition qui se jouera par élimination directe. En tout, ce sont 15 équipes étrangères qui ont fait le voyage. Elles sont accueillies en grande pompe et invitées à profiter du pays, tandis que la sélection italienne est isolée pour subir un entraînement militaire. Le but ultime de la manifestation sera de montrer à l'univers ce qu'est l'idéal fasciste du sport. Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat. C'est un ordre. Poi i mondiali cominciano. La prima partita d'Italia è contro gli Stati Uniti e nessuno sa cosa accadrà. L'Italia in teoria è più forte, ma se per caso qualcosa va storto, come la mettiamo? Dès le début, les Italiens maîtres de la situation semblent ne devoir faire qu'une bouchée de leurs adversaires. Sportivamente è un massacro, una caccia al piccione. L'Italia non si accontenta di vincere di misura. L'idea è che deve dimostrare la sua potenza seppellendo di gol l'avversario. Ne fa 7, 3 Schiavio da solo, e non ha sportivamente pietà dell'avversario, anche perché per molti giocatori in campo quel giorno si sta giocando davanti al pubblico più grande che abbiano mai visto. Cioè Italia-Stati Uniti fa 25.000 spettatori che all'epoca erano
molti più di quelli che ci si potesse aspettare per una partita di quel livello. E l'Italia vince facilmente 7-1, grande sollievo, ma adesso le cose cominciano a farsi serie. C'est à travers le sport que l'on contrôle l'individu et qu'on va en faire un fasciste. C'est-à-dire qu'on est là au cœur de la révolution anthropologique du fascisme. Alors, le fascisme, il veut faire un homme nouveau. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas lui greffer un troisième bras. Le but, c'est de refaire un Italien nouveau dans son corps et dans son esprit. Le corps est l'enveloppe de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une âme fasciste, il ne peut pas y avoir un esprit fasciste s'il n'y a pas un corps fasciste. Et ce corps fasciste, c'est un corps sportif, musclé, endurci, un corps qui incarne la virilité du fascisme. Instaurés dans les années 20, les Balil, organisation de jeunesse fasciste, enrôlent toutes les nouvelles générations d'Italiens. De jeunes enfants plutôt petits et malingres. Ils doivent grandir en suivant le modèle du Duce. Primo Sportivo d'Italia, c'est d'ailleurs le titre qu'il porte. Il y a le titre de Duce, mais aussi ce titre-là de premier sportif d'Italie, qui est affiché sur toutes les correspondances des fédérations italiennes et qui est aussi qui a une dimension photographique, cinématographique. Alors, ce qu'il préfère, c'est d'abord les sports motorisés. Donc, on le voit au volant d'une puissante Alfa Romeo, on le voit pilote, mais on le voit aussi faisant l'escrime, on le voit skier, mais en général à l'arrêt, parce qu'il ne sait pas skier. Mais en réalité, derrière cette image d'un sportif accompli, se cachait en fait un homme qui avait une santé pas très bonne. Mais enfin, ce qui importait, c'était l'image. Et Mussolini a toujours considéré d'un œil favorable la souffrance des corps. Les souffrances des corps à la guerre ou la souffrance du corps des civils pendant la guerre. Eh bien, le sport apparaît comme une préparation à un temps de dureté qui sera le temps inévitable de la guerre. Giovani, camicie nere di tutta Italia, sono sicuro che la prova odierna dimostrerà la vostra disciplina e la vostra forza. Così vi preparerete ad essere i militi dell'ideale fascista e i difensori della patria. Après un premier tour, seules les équipes européennes restent en lice et l'Italie doit maintenant écraser l'Espagne si elle veut obtenir une place en demi-finale. Ce 30 mai, ce sont de véritables guerriers qui foulent la pelouse du stade et devant un arbitre étonnamment permissif, tous les coups semblent autorisés. La partita contro la Spagna si gioca a Firenze, si annuncia combattuta, ma si rivela più che combattuta, passa alla storia come la battaglia di Firenze. La violenza della partita va oltre ogni immaginazione odierna. Basti dire che la partita finisce in pareggio tra mille contestazioni. Primo gol, il gol dell'Italia avviene a quanto pare con calcio di punizione. Zamora, il portiere fortissimo della Spagna, unico catalano in una squadra di quasi tutti baschi, si butta per intercettare la palla, viene centrato da un cazzotto di Schiavio che lo lascia così un po' bouleversé e alle spalle il pallone arriva e un altro italiano butta la palla in rete a porta vuota. Tant'è che la partita finisce in pareggio con diversi giocatori che non riescono a riprendere il gioco. C'erano 4 giocatori italiani che non stavano in piedi e 7 spagnoli.
Per cui finisce con gente in lacrime, svenuta, con Zamora con occhio nero e 2 costole rotte. E, come succedeva all'epoca, replay, si rigioca il giorno dopo. Non sans difficulté, l'Italie sauve l'honneur et remporte le match retour 1-0. Dans la foulée, elle parvient également à battre l'Autriche, ancien ennemi de la Première Guerre mondiale. Elle doit désormais affronter la Tchécoslovaquie. Une finale dont tout le monde sent que l'enjeu dépasse de loin l'enceinte du stade. L'Italie cherche sa place parmi les grandes puissances. C'est-à-dire que contrairement à d'autres pays comme l'Espagne et le Portugal qui ont renoncé à être une grande puissance en Europe, l'Italie veut être acceptée dans ce club très fermé des grandes puissances qu'on appelle avant 1914 le concert européen. Et il s'agit de montrer à l'étranger ce qu'est devenue l'Italie fasciste. Et c'est par le sport, par les victoires de l'équipe nationale que l'on montrera, que l'on prouvera que les Italiens sont redevenus une race supérieure, un peuple supérieur par rapport à tous les autres. On joue devant le Duce, dont l'arrivée a été acclamée évidemment par la foule. Il y a plus de 40 000 spectateurs. Donc l'aspect symbolique est évidemment extrêmement fort. On ne peut mieux faire de propagande qu'en remportant évidemment cette finale. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Puccia al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nejedli che manovra il pallone. Puccia non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monzeglio. Scattano Strala. Evita Ciambal. Lascia la corrente Schiavio. Palla Schiavio. Gli si va incontro Sirochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro rete. Sur la pelouse, c'est le soulagement pour les joueurs azzurri. Et dans les gradins, d'une seule voix, c'est le Duce que la foule acclame. C'est une double victoire, en fait, pour le régime. Double victoire parce que l'équipe a gagné, l'équipe nationale a gagné, chez elle, contre la Tchécoslovaquie. Et deuxième victoire, les journalistes étrangers ont fait des papiers absolument dithyrambiques sur l'Italie. Donc, très probablement, ça conforte Mussolini dans l'idée d'une certaine invincibilité et dans l'idée que le régime est désormais suffisamment solide pour passer à une nouvelle étape qui va être l'étape d'une politique étrangère beaucoup plus agressive, car il ne peut y avoir de fascisme sans la guerre. Le fascisme est né dans la guerre, la génération qui a pris le pouvoir, elle a été forgée par la guerre des tranchées, et maintenant il va falloir envoyer les Italiens se frotter à la guerre. Donc, à partir du milieu des années 30, le régime s'engage donc dans cette politique impériale avec la guerre d'Éthiopie qui est en chantier dès 1934. Oggi, con piena tranquillità di coscienza, dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, XX, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. De nombreux dictateurs prendront modèle sur Mussolini et trouveront dans le sport la meilleure propédeutique à la guerre. De la politique sportive imposée à l'époque fasciste, il reste aujourd'hui en Italie des traces, toujours inscrites dans la pierre, et quelque part peut-être, dans la culture de nombreux Italiens. Non avremo mai la risposta su cosa sarebbe successo al calcio italiano senza il fascismo, ma forse nemmeno cosa sarebbe successo al fascismo senza il calcio italiano.
Gli italiani si sentono italiani, felici di esserlo e tutti fratelli solo quando scende in campo la squadra azzurra. Questa idea è nata proprio nel 1934. In questo senso viviamo ancora dell'eredità di quel mondiale. Le match est terminé. Les joueurs italiens conservent le précieux trophée, la Coupe du Monde.